pouvez l'applaudir. C'est toujours passionnant en tous les cas. Moi, j'adore écouter de la géopolitique en la reliant à l'agriculture. Je trouve que c'est évidemment toujours passionnant parce que c'est directement lié à ce dont on parle matin, midi et soir, tout en étant en même temps très très loin parce que évidemment la stratégie de Poutine, on n'y est pas pour grand-chose, mais il se trouve que ça a des conséquences. Enfin, nous, on n'y est pas pour grand-chose, Thierry. C'est ce que je voulais dire. On va rentrer dans une séquence là où vous allez voir beaucoup plus terrain, comment on peut produire et pourquoi faut-il produire à bas carbone. Pour alimenter un peu le débat avant de vous présenter les invités qui vont me rejoindre, je vous propose de regarder quelques minutes d'une vidéo qu'on est allé tourner avec Emma Aziza, qui est une hydrologue et qui nous fait partager alors de manière très raccourcie ici, mais ça sera disponible, c'est disponible d'ailleurs dans la totalité de son échange sur le site des Échos. En gros, ce sujet, carbone, eau, agriculture, bref, 2-3 convictions, vous allez voir, elle a rarement la langue dans sa poche. On la lance, c'est parti, Emma Aziza. On a un problème de disponibilité de l'eau. Comme dans le même temps, on a des usages. En toute logique, ça veut dire qu'il y a une compétition par les usages pour la ressource en eau, et notamment l'agriculture. Agriculture et eau, on voit bien quasiment tous les jours aux informations, c'est un sujet conflictuel, passionnel, sur lequel il y a des convictions, parfois des connaissances, mais on les mélange trop souvent. Est-ce que le problème, il est bien posé déjà, entre l'agriculture et l'eau ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées reçues, notamment une des principales, c'est le fait de considérer qu'il faut récupérer toute cette eau avant qu'elle parte dans l'océan, parce que sinon on la perd. La stocker, c'est ça ? Non, on la récupère, qu'on la récupère en la stockant ou qu'on la récupère via des forages ou via le fait de prélever cette eau en amont. Il faut savoir que déjà on la récupère partout. Toutes nos rivières et tous nos fleuves sont tous pressurisés, si vous voulez, par les ponctions que l'on fait tout au long du cours d'eau. Il reste très peu d'eau douce qui arrive dans la phase qu'on appelle d'exutoire lorsque le cours d'eau se jette en mer. Et donc, en réalité, si vous ne laissez pas cette quantité d'eau douce arriver dans cette eau salée, vous coupez complètement toutes les chaînes trophiques et donc toute la faune qu'il va y avoir sur le plan aquatique. Et donc, dans ce lien entre ces eaux saumâtres, entre eau douce et eau salée. Et donc, à ce moment-là, en cassant cette chaîne trophique, vous détruisez l'intégralité de la chaîne de biodiversité et donc le vivant. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut quasiment arrêter d'utiliser l'eau pour autre chose que de l'extrême essentiel. Il faut utiliser l'eau de manière intelligente. On peut utiliser l'eau de pluie de manière raisonnable. C'est-à-dire si on est capable à un moment donné de retenir cette eau de pluie à l'échelle de notre jardin, de notre parcelle, eh bien c'est de l'eau qui ne sera pas utilisée, notamment actuellement on utilise de l'eau potable pour arroser notre jardin, pour arroser nos toilettes. Il va falloir changer parce que cette ressource est en train de s'affaiblir, de diminuer. Et surtout, il faut tirer des leçons du passé. Ces 5 dernières années nous ont montré l'échantillon de ce qu'on était capable de vivre en France. En 2018, on venait de sortir en 2017 d'une année extrême de sécheresse historique. Début 2018, on a eu des inondations très importantes et toute la France a été arrosée en eau. On avait au début du printemps des recharges excédentaires et on était persuadés qu'on n'aurait pas de problème de sécheresse. Et 2018 a été une année de sécheresse historique parce qu'on a eu des vagues de chaleur et qu'on a eu des canicules qui font basculer le système. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend plus la logique qui fait que c'est pas parce qu'on retient l'eau l'hiver qu'on en aura l'été. Il faut jouer maintenant plus intelligemment avec la question de la ressource et ça passe notamment par les sols, la qualité des sols, leur fertilité, le fait de laisser les microbiotes dans les sols. Si vous n'avez pas les bonnes bactéries dans votre sol, eh bien vous avez un sol qui ne peut pas conserver l'eau et à ce moment-là, le sol s'appauvrit, il sèchera plus rapidement et avec l'endommagement qu'on connaît sur le plan agricole. Il y a quand même aussi une forme d'inégalité devant la capacité à stocker de l'eau dans le sol. Si vous avez des argiles ou des sables, je caricature volontiers, vous n'aurez quand même pas la même capacité malgré la vie organique qu'il peut y avoir dans le sol. Alors ça, c'est le principe même de la question de la ressource en eau. Elle est inégale et très différemment répartie suivant les zones où vous vous situez, tout simplement parce qu'elle est fonction de la géologie qu'il y a dans nos sols. Quand vous êtes sur le bassin parisien, on pourrait tenir 40 années de sécheresse historique, alors que vous allez une centaine de kilomètres plus loin, que ce soit en Bourgogne ou plus à l'aval du bassin, où là, on va se retrouver avec déjà des sécheresses très marquées, des territoires qui souffrent et des nappes qui derrière et ça, c'est la conséquence de la nature du sol, on est bien d'accord. Exactement. Je vous encourage à écouter, il y a à peu près, je crois, 16 ou 17 minutes,
C'est vraiment très intéressant d'avoir son regard d'hydrologue sur l'eau. Vous avez vu qu'entre agriculture et eau, il y a un sujet, entre agriculture et carbone, il y a un sujet, mais que le point commun à ces deux sujets, à chaque fois, c'est le même mot, c'est sol. Et on est en train, sans doute, de remettre le sol tout en haut de la pile, alors que pendant très longtemps, le sol était presque un faire-valoir sur tous ces sujets-là. On continue à évoquer cette production bas carbone, ce lien agriculture et carbone. J'invite à me rejoindre Bastien Sachet, qui est CEO de Earthworm Foundation. On aura Claire Chenu à distance. On va commencer. Tiens, Claire, est-ce que vous nous entendez pendant que Bastien arrive? Je vous entends tout à fait. Super. Grégoire Vallée. Désolée de ne pouvoir être là physiquement. Qui est chef de projet filière carbone chez Soufflé. Grégoire, voilà. Et enfin, Jean-Marc Burette, qui est éleveur laitier à Fleurbay. Fleurbay, c'est dans le Pas-de-Calais. Jean-Marc qui arrive. Voilà, vous pouvez les applaudir tous les quatre, le temps que Jean-Marc nous rejoigne. Jean-Marc, donc éleveur laitier, et on va commencer, le temps que vous vous installiez, tiens Jean-Marc, prenez le micro, on va commencer par vous, par votre déclic, par le fait qu'un jour de 2017, je crois, si j'ai bien révisé ce que vous m'avez raconté quand on s'est eu, pour comprendre un peu ce qui vous avait amené à être dans ce bas carbone, un jour de 2017, vous avez dit, bon, stop, ça suffit. C'est ça ? Pas 2017, avant. Avant, ah ben moi j'avais noté 2017, pardon. Avant, 2011. 2011, pardon. 2011, oui. Bonjour à tous. Jean-Marc Burette, bon, éleveur laitier dans le Pas-de-Calais. Donc, plus exactement, c'est la plaine de la Lys. Et la plaine de la Lys est un îlot de verdure coincé entre trois grandes villes du Nord. Donc, je suis en zone périurbaine. Et historiquement, c'est une terre gagnée sur les marécages. Donc, nous avons l'eau, on a parlé du sujet de l'eau il y a quelques instants. L'eau arrive à profusion, sauf cette année qu'on a eu la première fois une alerte vigilance sécheresse. Jamais de votre vie, vous n'aviez connu ça. Voilà. Et j'ai 58 ans et mon père non plus. Donc, voilà. La démarche démarre de 2011, c'est suite à un constat. Je récolte de plus en plus vite mes cultures. Mon père et moi, en début de carrière, c'était autour du 15 août pour la moisson. Aujourd'hui, fin juillet, on a terminé. Donc, on a gagné beaucoup de temps. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus de gel chez nous. Pourtant, les charpentes de nos fermes sont conçues pour supporter 50 à 60 cm de neige. Moi, gamin, on a des fossés partout. Pour aller à l'école, j'allais sur la glace. Hein, je jouais pour aller à l'école, j'allais dans les fossés et puis je glissais comme tous les gamins. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gel. Voilà un peu le constat. Et aussi un autre déclic, c'était le film Une vérité qui dérange de Al Gore qui m'a dit « Oh là, là, il y a quelque chose qui change ». Et aussi le fait aussi de changer aussi, on a mis l'élevage aussi dans le rang des accusés du changement climatique. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, mon travail de colibri, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Donc voilà un peu la démarche. Donc certains ont besoin d'aller voir la mer de glace pour se rendre compte que ça change. Vous avez vu l'absence de glace dans les fossés et ça a suffi pour vous faire prendre conscience. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans votre pratique d'éleveur laitier pour tenter à votre niveau de colibri, comme vous l'avez dit, je reprends ce que vous disiez, hein, oui. D'avoir un effet, même s'il est petit. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Qu'est-ce que vous avez arrêté de faire que vous faisiez? Ou qu'est-ce que vous avez fait que vous ne faisiez pas? Bon, en fait, j'étais tout à mes questions quand j'ai entendu parler que la filière laitière, la filière bovine mettait en place un projet de calcul de carbone, de bilan carbone sur nos fermes à travers le programme CAP2ER que beaucoup peut-être ont entendu parler. Et j'ai fait partie des pionniers sur la ferme. Je me suis engagé dans la ferme laitière bas carbone. Donc, au départ, en 2015. Donc, la première chose, c'était faire un constat à travers la comptabilité, essayer d'évaluer le carbone produit par litre de lait. J'étais à 1100 grammes de carbone produit par litre de lait. 800 grammes 1100. Ah, 1100, d'accord. 1100 grammes. Et dans la ferme laitière bas carbone, je me suis engagé à diminuer de 20%
de mon empreinte carbone à l'horizon 2025. C'est-à-dire d'arriver à combien du coup? À 880 grammes. D'accord. Donc diminuer de 20%. J'aime bien les challenges, donc je me suis lancé. Donc ça, c'est la mesure, l'objectif. Et qu'est-ce que vous avez changé? Alors, j'ai été conseillé aussi. Ce que j'ai changé, c'est je me suis aperçu que j'avais la main un peu lourde sur les concentrés, c'est-à-dire l'alimentation protéique. Je nourrissais plus que ce que les vaches avaient le potentiel de donner. Donc, la première chose à faire, c'était d'alléger, de donner moins d'alimentation, enfin une alimentation beaucoup plus équilibrée sur mes animaux, et ce qui a diminué énormément le poids financier et puis l'empreinte aussi dérivée. J'ai toujours consommé du tourteau de colza quand même. Donc le soja, colza, je n'ai pas changé d'alimentation, j'ai simplement réadapté. Je suis un adepte du non-labour et je me suis aperçu aussi que mes sols, je consommais moins de gasoil, moins d'énergie, et mes sols redevenaient vivants. Comment vous l'avez mesuré ça? Alors ça, c'est de l'observation. C'est de l'observation, c'est-à-dire que l'eau s'infiltrait beaucoup mieux dans mes sols. Et quand je donne un coup de bêche, en fait, ça fourmille de vers de terre, tout simplement, et qui sont les meilleurs indicateurs, les indicateurs visuels de la vie du sol, parce que quand il y a les vers de terre, il y a les bactéries, il y a l'activité biologique, et il y a aussi le stockage du carbone. C'est-à-dire que l'élevage aussi ramène beaucoup de matière organique. Et la matière organique que vous épandez sur le sol permet aussi de nourrir la vie du sol, les vers de terre, tout ce qui est faune, les bactéries. La plante se nourrit des déjections des vers de terre. La plante est en meilleure santé aussi. Donc, il y a aussi un impact sur les éléments minéraux, les engrais minéraux. J'ai diminué de 40%. Donc, c'est tout ça, tous ces calculs, petites choses mises bout à bout qu'il faut améliorer. Est-ce qu'au final, votre coût de revient du litre de lait est supérieur ou pas? Puisque j'entends beaucoup, j'évite de faire ça, j'en mets 40% de moins, ce qui est pas un reproche du tout, bien évidemment. Oui. Mais parce que souvent, le point de départ, c'est de dire produire vertueux, ça coûte plus cher. Et là, vous êtes en train de dire non, j'ai fait qu'enlever des trucs. Hein. Oui, avec des moins, j'ai fait des plus au niveau financier. C'est-à-dire votre litre de lait vous coûte moins cher aujourd'hui? Oui, mon litre de lait coûte moins cher parce que, j'ai consommé moins d'intrants, ce qu'on appelle des intrants. Et puis, tout est lié en fait. Le sol, la plante en meilleure santé, l'animal est en meilleure santé, donc il y a moins de frais vétérinaires aussi parce que l'animal se nourrit plus équilibré. Et donc, l'éleveur se retrouve au niveau de sa santé financière. Est-ce que vous vendez votre lait plus cher avec l'engagement bas carbone qu'il porte désormais? Puisque si j'ai bien compris, comme vous êtes engagé dans une démarche, vous avez la reconnaissance de la production bas carbone. C'est bien ça? Pas totalement? Pas directement par ma laiterie. D'accord. Je me suis engagé sur un autre plan, c'est la rémunération des carbones du tonnage de carbone gagné à travers la filière laitière, qui est de 30 € la tonne de carbone gagnée. Et puis on a évalué avec l'économie. Au départ, j'étais à 1100 grammes. Ouais. Aujourd'hui, je suis à 920 grammes. Vous êtes tout près de l'objectif, là. Mais le problème, oui, je suis à 17%. Le problème, c'est les 3 derniers pourcents. Qui coûtent les plus chers par principe. Qui sont les plus durs à obtenir. Je n'ai pas dit qu'ils coûtent forcément plus cher. On va trouver des astuces avec mon garçon qui est fort impliqué aussi là-dedans parce que sur la ferme, on travaille à 3. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de la transmission. Je suis fier de dire que sur mes 4 enfants, il y en a 3 qui s'intéressent beaucoup à l'élevage. Et donc, j'ai peut-être dû transmettre quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais bon, une fibre. Et ils sont très impliqués. Mon garçon va encore aller plus loin que moi parce que lui, il travaille sur les éléments microbiologiques, les extraits fermentés de plantes qui permettent de booster aussi l'activité biologique. Donc, comment vous regardent vos voisins exploitants, puisque tout le monde sait que, entre guillemets, dans les campagnes, comme on dit, on se regarde beaucoup les uns les autres. Vous êtes nuluberlu, un avant-gardiste, ou en fait, ils s'en foutent? Non, c'est vrai que le premier frein, c'est le regard des autres. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais maintenant, je m'en amuse. D'accord. Au départ, je me suis lancé là-dessus parce que je voyais bien qu'on allait sur un mur.
Et j'ai vu beaucoup de pas de gens traverser mes champs pour regarder ce qui se passait, parce que c'est vrai que c'est pas saillant, hein, voir des plantes. Je suis en semi-simplifié, c'est-à-dire que je laisse la matière organique en surface. C'est pas joli au niveau visuel, hein, c'est pas saillant. Mais le regard des autres est très positif parce que il t'amène il se pose des questions et par ricochet, il me pose des questions et donc j'aime bien y répondre. Donc vous trouvez que le regard désormais est devenu positif, alors j'imagine qu'au début il était très interrogatif. Interrogatif, voilà, oui, ça. Voilà. De toute façon, mes collègues ont toujours été habitués à voir un peu que mes champs c'était des parcelles d'essai, donc voilà, donc ça change pas grand-chose. À l'époque c'était des nouvelles variétés, maintenant c'est autre chose, c'est du non-labour, c'est les coups de bêche. Maintenant je me balade avec une bêche dans mes champs pour voir un peu ce qui se passe en dessous. S'il y a des vers de terre, j'ai bien compris. Et je marche sur la pointe des pieds dans mes champs. Oui, il ne faudrait pas réveiller les vers de terre qui font la sieste. Ça, j'ai bien compris aussi. Claire, à distance, directrice de recherche à l'INRAE et professeure à AgroParisTech, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, même si c'est qu'un témoignage, ça vous inspire quoi, ce que Jean-Marc vient de nous partager, à la fois sur la vision qu'il anime et les pratiques qu'il a mis en œuvre? Déjà, ça fait extrêmement plaisir et je suis assez admirative. Je m'en doutais, c'était pour ça que je vous donnais la parole. Oui. Et ce que je trouve tout à fait remarquable, et intéressant, hein, c'est de voir que M. Burette actionne différents leviers. Ce n'est pas une pratique seulement. C'est plusieurs et c'est une analyse toujours des différents bénéfices et coûts. C'est-à-dire que passer en non-labour, c'est déjà moins de frais, moins de dépenses de gazole, par exemple. Il n'y a pas que l'effet sur le sol, il y a ça aussi. Et puis, ce qu'il décrit sur l'évolution de la qualité de son sol est très intéressante, hein. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que j'ai tendance à penser que que ce qui est important, on dit souvent que stocker du carbone dans les sols apporte des co-bénéfices, comme par exemple une meilleure qualité physique des sols. Moi, j'ai tendance à voir que augmenter la teneur en matière organique améliore leur fertilité, améliore l'infiltration de l'eau, améliore l'abondance, l'activité des organismes vivants, et que stocker du carbone, c'est un plus. C'est ça le co-bénéfice. Et donc, j'étais très intéressée par ce que rapporte monsieur Burette. Est-ce que ça veut dire, à vous écouter, que quand on présente le sujet en disant l'agriculture doit stocker du carbone, en fait, on fait fausse route? C'est ma perception, mais je ne suis pas agricultrice. C'est pas grave, si je vous la demande, c'est parce qu'elle m'intéresse quand même. Non, c'est ma perception. Je vous dis, pour moi, stocker du carbone, c'est le plus, c'est le co-bénéfice. Pour moi, ça ne peut pas être l'objectif premier. On ne peut pas donner ça comme finalité. On ne peut pas donner ça comme finalité à un agriculteur. C'est une des finalités. Pour moi, ça ne peut pas être la finalité première. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Burette. Pour moi, la finalité première, c'est de produire des aliments ou de la biomasse de qualité. Avec une ferme qui est viable, dans des conditions de travail satisfaisantes. Allez-y Jean-Marc, bien sûr, allez-y. C'est pas que produire des aliments, c'est aussi, il ne faut pas oublier qu'un homme politique l'a très bien dit, c'est un prêt que nos enfants nous font de la terre, le sol. Oui. Et donc, moi, ce que je retrouve, c'est les qualités que mon père m'a donné, m'a transmis, et que j'aurai le plaisir, la fierté de transmettre à mes enfants. Il n'y a pas que la fonction produire, il y a la fonction de pérennité. Ça me permet de vous faire partager, pour ceux qui l'auraient oublié, l'une des recommandations de notre think tank faite l'année dernière ici même autour de la valeur des sols, c'est de dire aujourd'hui, au sens de la valeur économique des sols, elle est basée en gros sur un prix de marché local et une surface. Et vous multipliez par deux, et vous avez un prix. Et donc, dans les recommandations que l'on a faites, il y avait l'idée de faire un état des lieux organique du sol au moment où on le prend, et un état des lieux organique du sol au moment où on le restitue, un peu comme un état des lieux dans l'immobilier. Et si on a amélioré l'actif qu'est le sol, alors on en tire une bonification, et le marché peut la donner d'ailleurs. Et si
on l'a abîmé, alors il y a une forme de pénalisation. Et donc le but étant que des agriculteurs comme vous, mais plutôt ceux qui sont moins engagés, se sentent concernés par la valeur du sol, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose qui est assez dans les têtes. Donc il y avait cette idée, comme il y a un diagnostic immobilier par exemple, un diagnostic énergétique pour l'immobilier, il y aura un diagnostic organique pour le sol. Je vous vois opiner du chef, Claire, à distance, avant de donner la parole Tout à fait. Oui, Vous oui, le tout à signez, fait. ça Pour... Vous le... Ah oui, absolument. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment important de tenir compte de la qualité du sol lors de cessions de baux ou de fonciers agricoles. Parce que sinon, on ne cède qu'une quantité, une surface, et pas une qualité, l'organique. Jean-Marc, et après Bastien. Oui, simplement que je reviens à mes collègues. Maintenant, ils commencent à prendre en compte tous leur sol beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de sols non labourés qu'avant, surtout au niveau, par exemple, les semis de blé d'hiver. C'est une opération facile, mais il y a quand même un élément de progrès. Mes collègues voient bien qu'il y a quelque chose à faire et que c'est une action en mouvement, bien sûr, peut-être à plusieurs vitesses, mais ça avance bien, quoi. Bastien, un mot de présentation d'abord sur Earthworm Foundation. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Et après, pareil, je vous ferai réagir pour enclencher le débat sur ce qu'a dit Jean-Marc. Mais un mot sur Earthworm Foundation. Je ne sais pas si je le dis bien, mais avec mon accent gersois, ce n'est pas facile. Earthworm, c'est tout simplement les vers de terre en anglais, comme vous le savez. Donc ça fait une bonne transition. Les vers de terre fondation, c'est pas très beau. Burette. C'est pas très beau, ça a interpellé quand on a changé le nom. On travaillait beaucoup sur la forêt au début. Et puis finalement, les gens ont compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cet animal parce que il fait, non seulement il travaille sur la fertilité, c'est un animal qui est en faveur de la vie, mais c'est surtout un animal qui fait beaucoup de liens entre différents horizons, entre le minéral et l'organique, entre la surface, la profondeur. Puis nous, ce qu'on fait comme organisation, on est une fondation à but non lucratif, on travaille avec les entreprises, mais on va aussi travailler avec les ONG, on va travailler avec les agriculteurs, de l'agriculteur jusqu'à la multinationale. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils collaborent et qu'ils travaillent ensemble d'une manière constructive, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, pour arriver à trouver des solutions à des problématiques complexes comme la déforestation, Qu'est-ce que vous prendriez la comme santé des exemple sols. d'action que vous avez menées justement multipartite, et puisque j'ai bien compris, c'est multipartite. Qu'est-ce que vous prendriez comme exemple? Alors, un exemple d'actualité, c'est le projet Sol Vivant sur lequel on travaille. C'est une initiative qu'on a lancée en France et qui réunit un certain nombre d'entreprises qui ont décidé de travailler sur, alors soit leur empreinte carbone, mais aussi, en général, leur transition agroécologique. Donc, on va travailler avec des entreprises comme McCain, comme Nestlé, comme Lidl, qui sont des entreprises qui ont cette volonté en amont. Bon, cette volonté, comment la faire atterrir en pratique sur le terrain? Nous, c'est là qu'on intervient et on les fait travailler ensemble autour de la santé des sols dans ce cas-là, où on va apporter, nous, à la fois un rôle d'architecte, je veux dire, sur la manière dont ces entreprises travaillent ensemble, dont elles dirigent leurs achats, et puis on va travailler sur les solutions sur le terrain de, 1, comment on mesure la santé d'un sol, 2, comment on accompagne les agriculteurs dans cette transition. Et puis 3, comment on incite et on rémunère les agriculteurs qui performent ou qui réussissent, ou alors comment on les accompagne pour réussir. Est-ce qu'on est au carré aujourd'hui sur comment mesure-t-on la santé d'un sol? De plus en Est-ce que c'est suffisamment documenté pour que ça soit incontestable? Alors, de plus en plus, Claire travaille bien sûr sur ce sujet-là tous les jours. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réunir différents scientifiques, des gens comme Pascal Boivin, Claire nous a aidés aussi, pour bien comprendre comment est-ce qu'on mesure la santé d'un sol. Alors, les chercheurs ont beaucoup travaillé, donc il y a beaucoup de détails, et c'est parfois pas forcément tout de suite applicable en pratique. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire mais comment est-ce qu'on peut généraliser, comment est-ce qu'on peut utiliser les principes clés et puis mesurer la santé d'un sol. Alors la quantité de matière organique, la structure, et il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser qui sont faciles à mettre en œuvre au niveau de la ferme. Alors la bêche étant le premier. Est-ce que c'est plus ambitieux? Ça va faire vieux con encore une fois, mais je l'assume, de ce qu'on m'avait appris comme étant une analyse de sol. Je me rappelle dans mes études agri, on faisait des analyses de sol. En quoi c'est plus ambitieux ce que vous voulez que ce qu'on nous a appris, pour ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire une cinquantaine, de ce qu'était l'analyse de sol? L'analyse de sol, c'est une analyse. Tout dépend de ce qu'on met dedans. Donc, par le passé, l'analyse de sol telle qu'on l'a apprise, c'était NPK et éventuellement le pH. Et aujourd'hui, on garde ça, mais on va aussi ajouter principalement la structure du sol, comment on la mesure, on la caractérise, la porosité, etc., la teneur en matière organique. Et puis après, on peut mesurer d'autres choses comme la dynamique de stockage de carbone et autres éléments de cette nature. Que vous inspire l'idée d'avoir un diagnostic à l'entrée sur un sol, au moment où on l'achète, où on le prend en fermage,
et de le refaire à la sortie pour mesurer l'évolution et en gros avec l'idée sous-jacente, bien sûr, totalement assumée. S'il y a une amélioration, alors il y a du bonus. Et s'il n'y en a pas, alors il y a du malus. Alors moi j'aime bien l'idée, je trouve qu'elle est très valide. Ce qui est important, c'est de voir quand même sur le pas de temps, et c'est utile, mais c'est un pas de temps qui est long, puisque c'est dans la transmission Bien ou sûr. la cession des terres. Or, Sauf que l'effet dans les mentalités peut être dès le jour où je le prends, parce que je sais que j'ai intérêt à rendre mon appart je pas pense plus que mal. c'est une très bonne idée à mettre en œuvre. En fait, à partir du moment où on mesure, on peut faire plein de choses différentes. Et nous, notre idée, c'est de dire, mais si on arrive à caractériser ce qui a été expérimenté de manière empirique dans plein d'exploitations aujourd'hui en France, de dire, mais si on arrive à généraliser cette mesure, on peut faire plein de choses. La sphère publique peut inciter. Les agences de l'eau, on parlait de l'eau tout à l'heure, peuvent inciter pour des bonnes pratiques concernant les sols. Les entreprises, comme elles le font aujourd'hui, peuvent payer des premiums, peuvent inciter, faire des contrats à long terme auprès des entreprises. Les acteurs du émetteur de carbone peuvent rémunérer, comme c'est le cas aujourd'hui, les agriculteurs qui font bien. Et aussi, les SAFER et autres peuvent donner une indication. Donc finalement, l'agriculteur qui travaille dans cette direction-là, à partir du moment où il mesure, cette mesure, elle est utilisable par énormément d'acteurs. Et c'est pour nous fondamental parce que elle est cette mesure, le pivot de l'engagement des autres. On a du mal à s'engager sur quelque chose qui n'est pas concret. Bien sûr. Alors ça peut être vécu comme des idéologies, des perceptions, mais ça marche sur ta ferme, ça ne marche pas ici. À partir du moment où on mesure et puis on se met d'accord sur cette mesure et qu'elle est utilisable, on peut la déployer et faire levier à grande échelle. Je me tourne aussi vers vous, Claire. Est-ce que vous achetez cette idée-là de ce diagnostic à l'entrée et à la sortie pour mesurer la qualité du sol et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous mesureriez? Comment vous y prendriez? On vous dit, voilà, c'est vous qui développez, qui déployez cette idée. D'abord, est-ce que vous acceptez de le faire? Je pense que c'est une très bonne idée, que c'est important. Alors, une chose, Et c'est pourquoi que ça n'a pas été tous fait les... avant? Parce que c'est quand même assez banal comme idée. Hein. Parce Je veux qu'on bien avait qu'il y ait du jus de tendance à cerveau dans penser le que le think sol tank, mais était quand là. même. Parce Ouais. qu'on a toujours pensé, le sol est un impensé. Là, le sol est là, on marche dessus, on l'utilise. Voilà, il n'était pas présent. Alors, je pense qu'il y a une chose, c'est que tous les sols n'ont pas la même qualité. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des bons ou des mauvais sols. Mais vous avez, je ne sais plus, c'est vous, je crois, fait allusion plus précédemment à des sols sableux et argileux. Il n'est pas question, il faut tenir compte de ça. C'est tous les sols n'ont pas la même qualité, au sens tous les sols n'ont pas la même potentialité à rendre des fonctions, mais il s'agit de faut trouver l'usage optimum. Donc ça me semble important d'en tenir compte, c'est-à-dire donner par exemple une teneur en matière organique comme référence nationale, ce serait une absurdité, ce serait complètement impropre. Sauf qu'on Donc sait il faut bien, tenir. par exemple, Claire, et là je parle quand même plus sous votre contrôle que sous le mien, qu'une année particulière peut modifier considérablement le taux de matière organique et donc faire en sorte que le diagnostic, au final, soit modifié, non? Une Pas année d'accord. extrême, non? Mais Non, si vous me dites non, pas je vous crois. d'accord. Et pour vous donner un exemple, c'est quand on fait des suivis de teneur en carbone et donc indirectement de teneur en matière organique des sols, on fait de manière générale pas des mesures plus rapprochées que 5 ans. Parce que la variabilité spatiale, il y a une variabilité spatiale qui existe, qui est tout à fait normale, naturelle. Elle est telle qu'on ne peut pas détecter les petites variations qui ont lieu. Non, les stocks de carbone varient lentement. Alors, ils varient beaucoup plus rapidement à la baisse. Si je retourne une prairie permanente, là, c'est sûr, en 1 an, 2 ans, j'ai baissé mon stock de matière organique. Par contre, à la hausse, non, ça varie lentement. Donc, c'est pas, voilà, il n'y aura pas d'erreur, on va dire, due à des variations interannuelles. Après le lait, on va prendre un autre sujet, un autre exemple, cette fois-ci production végétale. Grégoire, donc groupe Soufflé. Soufflé, on fait des grandes cultures, je fais court, mais c'est ça. Et vous commencez à aller vers cette direction de production bas carbone et même à le revendiquer. Oui. Alors expliquez-nous le pourquoi et le comment. Alors le pourquoi, je dirais que la première chose finalement, et on l'a dit tout à l'heure, c'est l'agronomie. C'est important de valoriser les productions en bas carbone, mais c'est aussi important d'accompagner les agriculteurs pour produire bas carbone. Et le bas carbone, finalement, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est la conséquence. Donc on a accompagné nos agriculteurs à travers de nombreux essais. Soufflé, c'est plus de 300 essais chaque année pour accompagner les agriculteurs, pour leur apporter des références et ensuite qu'ils soient capables de déployer sur leur exploitation la transition qu'ils souhaitent, que ce soit aller vers l'agriculture biologique peut-être, mais également l'agriculture bas carbone. Une fois qu'on a travaillé sur l'agronomie, il faut réussir à valoriser ça. Les agriculteurs sont pleins de bonne volonté. Avant d'aller sur la valorisation, comment on fait agronomiquement pour
descendre le carbone dans la production? Alors, les bonnes pratiques, aujourd'hui, c'est quoi? on commence à bien les connaître. Si on parle vraiment du bas carbone et de stocker du carbone, c'est produire de la biomasse. Produire des couverts végétaux, l'interculture, avoir des rendements également, puisque plus on produit finalement et plus on restitue des résidus de culture au sol, apporter de la matière organique à travers les fumiers, à travers les composts, etc. Et sur la partie réduction des émissions, ça va être travailler sur la fertilisation. Aujourd'hui, on sait que 80% des émissions d'une exploitation est directement liée à l'usage de la fertilisation minérale, de l'azote. Donc c'est également travailler sur la forme de l'azote, trouver une forme moins émettrice, travailler sur la dose, optimiser la dose par rapport à l'objectif de rendement, utiliser des outils d'aide à la décision justement pour ajuster cette dose, introduire des légumineuses dans la rotation qui vont capter l'azote de l'air et permettre finalement de réduire à l'échelle de l'exploitation l'usage de l'azote. Voilà, c'est toutes ces pratiques-là que nous testons avec nos agriculteurs et ensuite nous accompagnons les agriculteurs à les mettre en pratique. Prends un exemple, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait son diplôme de Bac plus 18 en agriculture et en fertilisation, les différentes formes d'azote et avec leurs différents impacts carbone. Il y a autant d'écarts que ça? Il peut y avoir des gros écarts. Alors, communément, on est sur, en forme l'ammonitrate, la solution azotée et l'urée. On sait que dans la cinétique, on va dire, de dégradation de l'azote, en fonction de la forme, finalement, la plante va être plus ou moins en capacité de capter l'azote sur un laps de temps donné. C'est-à-dire que plus l'engrais va se dissoudre rapidement, et moins il y a de chances que finalement la plante réussisse à capter toute l'azote. Donc c'est reparti là-dessus. Il y a également la partie fabrication de l'azote. On ne va pas émettre autant d'énergie pour fabriquer une unité d'ammonitrate ou une unité de solution azotée. Voilà, c'est là-dessus. Alors nous, on travaille sur la partie au champ. Entre les deux, c'est plutôt le mode de dégradation ou la fabrication? Alors c'est plutôt les émissions liées au champ. Les émissions au champ, hein, c'est globalement, c'est 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers au champ, 1 tiers pour la fabrication. Donc ça, c'était le côté agronomique. Donc en gros, aujourd'hui, c'est assez documenté là aussi. On sait comment faire. Objectivement, si on veut produire bas carbone, on sait comment. On connaît les bonnes pratiques. Et donc, ce qui manque pour aller assez vite, assez loin, c'est la valorisation, assez probablement. Tout à fait. Alors là, qu'est-ce que vous faites? J'ai montré ce matin la photo d'un pack de bière 1664 avec marqué dessus réduction en CO2. Donc, c'est notamment ça. Notamment. En fait, une fois que du coup on a travaillé sur la partie agronomique, il faut aussi la partie valorisation. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, pour changer ses pratiques, ça va lui coûter de l'argent. C'est également une prise de risque qu'il faut qu'on soit capable finalement de valoriser et de rémunérer. Donc nous travaillons à la fois avec les agriculteurs, mais également avec les transformateurs pour mettre en place des cahiers des charges. Donc là, soit des cahiers des charges, obligations de moyens, soit des obligations de résultats, pour valoriser l'agriculteur dans ses bonnes pratiques. Donc nous allons travailler sur des cahiers des charges, mise en place des couverts végétaux, un choix de la forme d'azote, on en parlait, utiliser des OAD, et OAD. tout ça, outils d'aide à la décision, et tout ça va être rémunéré pour l'agriculteur. Et ça va l'aider à mettre en pratique, à mettre en place ces pratiques sur son exploitation. Et avec aujourd'hui, combien de, je ne sais pas si ça se compte en hectares, en exploitation, ce que ça représente concrètement à date, hein? Alors, si je prends toutes les filières au sein du groupe Soufflé, globalement, c'est plus de 8000 agriculteurs qui sont engagés dans des cahiers des charges. Voilà. C'est plus de 200 000 tonnes aujourd'hui. À quelle vitesse ça avance? Ça veut dire, en gros, est-ce que vous avez plus de difficultés à trouver des débouchés qui acceptent le premium de prix que vous voulez donner aux agriculteurs, ou plus de mal à trouver des agriculteurs qui veulent modifier leurs pratiques? Parce qu'on sait bien que c'est la modification de la pratique, ce n'est pas aussi un sujet facile. Oui, alors ce n'est pas un sujet facile, et ce n'est pas un sujet facile justement parce qu'il y a un risque qui est pris par les agriculteurs, et si ce risque n'est pas rémunéré, c'est un risque qui est beaucoup trop important. Jean-Marc a vu que, enfin lui, il a pris le risque, à ce moment-là, il n'avait pas de débouché garanti. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est par conviction, sauf qu'il n'y en a pas assez. De ceux qui bossent par conviction. Il n'y en a pas assez. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons plus besoin d'industriels en capacité de payer un premium pour les agriculteurs, que d'agriculteurs qui souhaitent faire cette transition. Et en fait, là, on a les deux aspects. On a les pionniers qui, finalement, nous ont permis d'avoir des références et nous ont permis ensuite de capitaliser et de réaliser les essais pour accompagner les autres agriculteurs. Et ça, ces pionniers-là, il faut qu'on soit en capacité également de les rémunérer. Ils n'ont plus forcément de transition à réaliser, mais ils nous ont permis de connaître les bonnes pratiques. Et ces agriculteurs-là, il faut qu'on soit en capacité également de les rémunérer. Et les autres agriculteurs qui, eux, ont cette transition à faire, qui ont un risque à prendre, doivent être rémunérés également, justement pour essayer de couvrir et de limiter ce risque.
Bastien, tu voulais, je te voyais prendre le micro. Oui, je pense qu'on a, on a facilement des cahiers des charges qui peuvent sortir, c'est vrai, et beaucoup sont sur le blé pour des promotions environnementales. On arrive à parler du blé aux consommateurs souvent. Et puis après, on a toutes sortes de cahiers des charges, puisque chaque entreprise vient avec son cahier des charges. Donc l'agriculteur, il se retrouve avec 12 cahiers des charges différents qui lui disent, il faut faire ci, mais là non, mais là, il faut faire un peu plus de ci. Il y a des cahiers des charges qui vont même jusqu'à spécifier le type de produit que l'agriculteur doit utiliser. La solution, c'est de s'aligner sur qu'est-ce que ça veut dire, enfin, quels sont les résultats et quelles sont les mesures qu'on veut suivre. Alors, l'intérêt aujourd'hui de la question du carbone et des émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'il y a une forme de consensus. On arrive à dire, bon, bah, le bilan de gaz à effet de serre sur une ferme, c'est ça. Sauf qu'on se retrouve avec une extrême focalisation sur le carbone qui fait qu'on oublie tout le reste. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est sur une systémique. Claire Chenu le disait aussi, on est sur un bénéfice systémique. Alors la solution, c'est de faire travailler les entreprises ensemble. Les entreprises de l'aval, et que les acteurs de l'amont aillent vers l'aval en disant bah, nous, voilà ce qu'on a à vous proposer, voilà comment on va accompagner, nous, les agriculteurs, dans cette transformation. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les acteurs de l'amont, notamment les coopératives, les négoces, ont été par le passé assez passifs sur la transition. Pourquoi ? Bah parce qu'on va faire ce que le client nous demande. Et nous, ce qu'on dit, c'est les coopératives et producteurs, finalement, c'est les agriculteurs, hein, aller vers l'aval en leur disant on a compris que vous aviez un problème de réduction des émissions. On a compris que vous aviez un problème de valorisation agroécologique de l'agriculture qu'on fait. On va vous aider à le faire. Et on va le faire en ayant une maîtrise de notre rythme de transition, la manière dont on veut être rémunéré, et on vous invite à venir nous aider. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont une pression énorme de la part de leurs investisseurs qui leur disent il faut réduire les émissions. Donc, elles arrivent, et de leurs clients, mais surtout des investisseurs. Oui, les investisseurs sur les émissions et les clients sur le prix. Et les clients sur le prix. Et donc, les entreprises disent bon, bah, faites-nous ça, on n'a pas beaucoup d'argent pour payer plus, mais on veut moins 20% de carbone, débrouillez-vous. Quelquefois, on entend des cahiers des charges dans des bureaux. Donc, ce qu'on fait, ce qui est très important, c'est d'impliquer ces entreprises dans la discussion avec les fournisseurs, avec les coopératives, avec les agriculteurs, pour qu'elles comprennent. On le fait beaucoup avec des entreprises on va prendre Nestlé, le cas de l'orge. Et ça fonctionne. Est-ce que 16, donc Cronenbourg, paye plus cher son orge que s'il n'avait pas cet engagement-là ? Oui. Il y a un premium pour les agriculteurs et c'est un cahier des charges qu'on a construit avec les agriculteurs, nos agronomes également chez Soufflet et finalement les équipes de Cronenbourg. Et au-delà de Cronenbourg, est-ce qu'il y a d'autres exemples sur le marché visible ou pas encore ? C'est le seul cas à votre connaissance ? Alors là, si on parle de carbone aujourd'hui, ça va être un des seuls cas. Si on parlait tout à l'heure... Il ne parle pas que de carbone d'ailleurs, c'est intéressant, il parle de carbone, de rémunération du producteur, c'est-à-dire il englobe différents sujets pour en gros tenter de convaincre le conso suivant sa sensibilité sociale ou environnementale. Et surtout parce que le sujet n'est pas seulement carbone. Oui, bien sûr. Ouais. Et finalement, on a également, nous, chez Soufflet, des cahiers des charges sur l'agriculture de conservation des sols ou l'agriculture de régénération. On travaille notamment sur le programme Sol Vivant, également avec d'autres acteurs, où là également, ce sont des cahiers des charges qu'on essaye de construire à plusieurs, finalement, pour qu'ils puissent à la fois correspondre aux réalités agronomiques, aux réalités du terrain, et également aux engagements pris par les entreprises. L'intérêt de cette démarche, c'est que le sujet carbone devient une incidence du sujet économique. Ça doit vous satisfaire, Claire, non ? Parce qu'en gros, ce que vous nous disiez tout à l'heure, en gros, on ne doit pas considérer que le boulot de l'agriculteur, c'est d'enfouir du carbone ou de produire le moins possible. Son boulot, c'est d'être performant. Et on est en train, par moment, de mélanger les missions, c'est ça ? Oui, de focaliser à l'excès sur le carbone. Hein. Je rejoins tout à fait Bastien Sachet. Effectivement, il n'y a pas que le carbone et la qualité des sols. Ça va, même si les matières organiques sont peut-être le meilleur indicateur de la qualité d'un sol, de la santé d'un sol. La qualité et la santé d'un sol, ça va bien au-delà du carbone. Mais quand on dit à l'agriculteur qu'il est un élément de la solution au problème environnemental, ça vous fait bondir. Parce qu'en gros, on lui donne une mission qui est un peu trop large pour ses épaules, c'est ça ? Pour moi, c'est à la fois, je vois ça de manière très positive, parce que c'est vrai, d'abord. C'est vrai que c'est grâce aux agriculteurs, que les agriculteurs ont un rôle très important à jouer dans la préservation de notre patrimoine. Mais si c'est donné comme une injonction
Voilà, si c'est une injonction avec quelque chose d'obligatoire, de normatif, sans tenir compte, sans approche systémique, sans approche globale, là, je trouve ça négatif, effectivement. Et qu'il faut placer C'est ça sur vraiment le terrain très important d'avoir... et que c'est d'abord un élément de la performance agricole que de produire comme ça. Et c'est peut-être que par moment, on inverse le sens de la priorité, c'est ça? Oui, Vas-y, tout à Jean. fait. C'est Jean-Marc? Ouais. Je voudrais revenir sur deux choses, enfin compléter un peu sur deux choses concernant les engrais. Il y a aussi, quand on est pas en engrais, quand on est en plein vent et en plein soleil, il y a une partie de la volatilisation de l'engrais, jusqu'à 30% quelquefois, qui s'en va dans l'air et qui s'en va réchauffer, qui participe aux gaz à effet de serre. Donc Est-ce il y a qu'on une le meilleure mesure assez, efficacité. ça? Est-ce qu'on le mesure assez? Je me tourne vers notre professeur. Cette partie de la fertilisation qui choupe, en gros, dans le cognac, on appellerait ça la part des anges. C'est en gros la part des anges azotée, c'est ça? Je l'ai mesuré dans mes essais. Mais Ouais, bon, alors vas-y, ça m'intéresse. Et ça donne quoi? Bon, alors, je suis une nature assez curieuse et donc j'aime bien regarder la littérature un peu partout, surtout au niveau environnement, c'est quelque chose qui m'accroche beaucoup. Et j'ai vu un essai allemand qui enfouissait l'azote dans l'engrais, dans le sol, au fond du sol, au niveau des racines, et disait qu'on pouvait diminuer de 30% l'apport. Ça m'a interpellé et j'ai l'esprit un peu curieux, j'ai voulu faire l'essai chez moi. Et j'ai bricolé un outil qui enfouit l'engrais dans le sol aux côtés du rang de maïs, parce que l'alimentation de mes vaches est principalement c'est du maïs fourrage. J'étais très peu de prairies parce que même si j'ai de l'eau... Mais revenons sur l'enfouissement de l'azote. Sur l'enfouissement. Non, parce que tout sinon, à fait, vous avez raison, sinon je suis parti sur un truc, c'est un sujet qui me passionne énormément. C'est la preuve que je suis ce que vous racontez. Et donc, j'ai fait 4 essais. Mes besoins en sol, suivant les relicoles et les restes dans le sol, c'était de 150 unités, ce qu'on appelle en kilos d'azote pur. J'ai fait un essai à 0, à 50, à 100, 150 et 200. Et entre 100 et 150, il n'y avait pas de différence de rendement. À 200, c'était phytotoxique et à 50, je décrochais dans mes rendements. Donc, j'en ai conclu qu'on mettait 100 ou 150 unités. Que c'était pareil. C'était pareil. Donc, j'ai diminué de 30% mes apports d'azote, ce qui a emprunté, ce qui et a donc, fait en le un mettant impact au fond, aussi, pour caricaturer, c'est ça. Et ce qui a eu un impact aussi sur mon empreinte carbone, parce que c'était mesuré dans le programme 4.2R, et aussi un gain financier bien appréciable. Donc, c'est par déduction que vous en avez calculé cette évaporation. Voilà. La part des anges, c'est par déduction que vous l'avez calculé. C'est par Bastien, observation. tu voulais dire par rapport à ça? Et après, Claire, on va lui faire confirmer sur au-delà qu'un seul essai pour savoir si c'est vrai. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique qui a été évoqué ici. Je voulais juste reprendre un pas en arrière. Nous, on a travaillé avec à peu près 350 agriculteurs depuis 4 ans. Et on voit et on a mesuré justement les réductions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone, etc. Vous connaissez l'initiative 4 pour 1000. Je crois qu'il y avait un slide qui a été montré. On est en moyenne à 4,6 pour 1000 de stockage. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les agriculteurs sont en marche. On est dans les agriculteurs du nord de France, de l'Est, des agriculteurs qui produisent de manière assez intensive. C'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'on va plutôt dans la bonne direction. Parce que quand on parle de carbone, il y a bien le stockage du carbone par les végétaux, la matière organique, le fumier, etc., qu'on va remettre sur le sol. Et puis, il y a les émissions qui sont liées à la production. Et on voit que le stockage, qui est positif, il ne permet de résoudre les émissions que de 30%. Des émissions. C'est ça qu'on a constaté. Il faut travailler les deux de toute façon. Ça veut dire qu'on doit résoudre les émissions. Mais les émissions, c'est à 70%, c'est l'azote. Vous le disiez tout à l'heure, c'est la clé. Or, on ne peut pas se passer de l'azote pour produire. Vous disiez tout à l'heure, on est engagé sur une voie agroécologique qui n'est peut-être pas la bonne voie parce qu'il faudrait qu'on produise. Monsieur Pouche le disait tout à l'heure quand il intervenait. Moi, je pense qu'on peut concilier les deux, mais on a des changements de système à opérer qui sont profonds. Et le défi qu'on va avoir, c'est que le monde va nous demander du blé. Et il faudrait idéalement on parlait de revoir un peu la mondialisation, mais de reproduire ou de produire de manière plus équilibrée différentes plantes sur la rotation. Et le rôle des légumineuses, il est fondamental. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a besoin partout. Il y en a besoin en élevage pour faire des concentrés. Il y en a besoin dans l'alimentation végane, puisqu'on essaye de remplacer la viande par ça. Et aujourd'hui, on n'en produit pas assez. On a perdu toute capacité de trituration en Europe, on en a peu, de soja par exemple. Donc on importe des bateaux et des bateaux de soja sans arrêt, alors que finalement, en relocalisant cette production, on aurait potentiellement une solution à la santé des sols, la diversité des sols, une solution agronomique, une solution de réduction des coûts, une solution d'indépendance par rapport aux fertilisants qui viennent de Russie et d'Ukraine. Donc on a un effort qui n'est pas assez fort
bien trop, enfin pas assez élevés sur la question des légumineuses. Et donc, on a besoin d'incitations très très fortes sur ce sujet. Je fais valider tout de suite par Claire ce que Jean-Marc nous a fait comme ça, le Géo trouve tout du Nord, là, qui arrive et qui bricole un truc pour mettre l'azote au plus près des racines. Je force le trait volontairement. Mais il se trouve que le résultat, c'est quand même ça. Eh ben oui, donc La voilà. finalité, elle était Voilà. là, je voulais voir. Voilà. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est validé scientifiquement? Est-ce qu'une part de la Que fertilisation... que les pertes d'azote par volatilisation sont importantes, oui, Oui. tout à fait. Alors, je ne me battrai pas sur la valeur parce que j'aurais besoin de réviser, hein, je ne sais pas tout par cœur, tout à fait. Et puis, revenir sur effectivement, les émissions, c'est essentiellement un problème d'azote. Donc, réduire les apports azotés, mais en même temps, si c'est dit simplement comme ça paraît complètement fermé. Il y a le levier légumineuse, hein, comme Bastien l'a dit, et puis il y a une meilleure application dans le temps, hein, choisir les dates de manière plus judicieuse les dates d'apport de fertilisants et puis une meilleure localisation, et c'est l'exemple que nous a donné Jean-Marc. Donc c'est pas simplement réduire de manière sèche les doses d'azote. On termine avec 2 chiffres, je ne sais pas si vous les avez en tête, Grégoire, mais c'est une question peut-être piège, mais elle ne l'est pas volontairement. Les agriculteurs qui produisent de l'orge bas carbone, c'est dans quelle proportion de carbone en moins? Comment on le quantifie, ce moins de carbone? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre D'accord. exact, hein, Mais parce parce qu'on est qu'il au tout n'existe début de pas, la, ou on est parce au tout début de la D'accord. démarche. Aujourd'hui, on estime tout de même qu'on serait aux alentours de moins 10, moins 15% D'accord, ok. par rapport à de l'orge conventionnelle. Et dans l'utilisation d'azote, c'est une réduction de combien, à la grosse louche encore une fois, pour atteindre cet objectif-là? Alors là, c'est encore plus compliqué à D'accord. estimer, puisqu'on va être sur des territoires différents, des objectifs de rendement différents, et surtout en orge, on a, comme en blé d'ailleurs, un critère qualité qui est très important. Donc on peut pas, on parlait de 80% des émissions liées à l'azote, on peut pas dire demain on arrête complètement l'azote. J'avais baisser pas en rendement imaginé qu'on et arrêtait baisser en l'azote, protéines. mais c'était en gros dans quelle proportion on peut le baisser? Aujourd'hui, j'aurais pas le D'accord, ok. chiffre, c'est T'as trop une réponse? spécifique à la Cours, région. Bastien, parce que Ouais, pas de souci. On cherche entre 15 et 20% à 5 ans. de baisse d'utilisation d'azote. De réduction des émissions globales, quand on D'accord. parle de bas carbone, pour l'instant, sur des D'accord. grandes cultures, c'est 15 à 20% sur 5 ans. Et à ce moment-là, on aura Ça le correspond droit, un petit peu à on aura aux le chiffres que droit vous de avez dit. revendiquer le bas carbone à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Merci à tous les 4. Vous pouvez les applaudir. Et je vais inviter à me rejoindre Arnaud Rousseau. Arnaud qui est le PCA, comme on dit quand on veut faire des sigles, président du conseil d'administration du groupe Avril, premier vice-président de la FNSEA. Arnaud, voilà, il y a un micro. Autour de ces sujets, c'est-à-dire la place de l'agriculture, le rôle de l'agriculture dans cet enjeu qui est à la fois environnemental et puis sociétal, tout simplement, parce qu'en gros, on parle de l'histoire de l'homme sur la Terre, là, quelque part, si je veux utiliser quelques grands mots. Qu'est-ce que ça t'inspire, hein? Et on remercie Claire, on dit au revoir, hop, voilà, parce que sinon, vous allez avoir le visage de Claire derrière Arnaud, mais j'avais pas dit qu'on lui coupait la tête comme ça, hein, la révolution, c'est vieux. Pardon Arnaud, vas-y. Non, bonjour Olivier, bonjour à tous, merci de cette initiative. Et puis